Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Plongeon consacré au travail de Anna Jacou. Le Plongeon est un podcast bimestriel dans lequel je souhaite plonger avec vous dans l'univers, le parcours et la réflexion d'artistes. Actuellement en dernière année d'études en école d'art, j'ai décidé de faire ce podcast afin de voir et d'examiner en amont et en aval ceux qui se rapprochent de plus en plus de la vie après un cursus en école d'art. La vie d'artiste dans un monde d'art multiple et varié. À travers ce podcast, je vise à créer une conversation franche avec des artistes qui ont déjà, ou pas, emprunté ce chemin, en m'éclairant de leur expérience, leurs défis et leurs réussites autour de leur pratique. Pour ce 5e épisode du Plongeon, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Anna Jacou, artiste plasticienne. Elle est diplômée d'un DNA aux Beaux-Arts de Montpellier en 2023 et elle est actuellement étudiante en master aux Beaux-Arts de Paris. Anna Jacou transforme, interroge, réemploie les objets du quotidien par des gestes qui leur révèlent une nouvelle nature. Le Plongeon, une émission réalisée par Mathieu Livrieri pour Jamais assez toujours trop. Habillage sonore, Kirkor Albert. Bonjour Anna Jacou, je suis très heureux aujourd'hui de te retrouver pour ce nouvel épisode du Plongeon. Bonjour, merci pour l'invitation. Anna Jacou, tu es née en 2001, tu es grenobloise. Oui. Tu es actuellement étudiante en première année de master aux Beaux-Arts de Paris. Mais avant ça, tu étais aux Beaux-Arts de Montpellier. Ouais, j'ai fait les Beaux-Arts de Montpellier 3 ans avant de continuer en cours d'études aux Beaux-Arts de Paris. Ouais. Bah avant de commencer, je voulais un peu introduire sur ton travail. Tu te considères comme une artiste plasticienne parce que t'as pas un médium de prédilection. C'est ça, ouais, j'ai pas de médium de prédilection. Moi, c'est plutôt, en fait, je saisis des matériaux, je saisis des objets, je saisis des... De façon aléatoire, en fait, ils viennent à toi, ces matériaux? Ouais, voilà, en fait, c'est vraiment ce qui gravite autour de moi. J'ai l'habitude de dire que je saisis dans le champ de l'invisible et de l'inutile, mais c'est vraiment une façon, en fait, d'être assez terre à terre et de questionner vraiment mon environnement proche. Donc, en fait, ça va se transformer en mes matériaux ou encore en mes outils. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est difficile de me situer dans un médium, et c'est pas et je pense que c'est carrément une volonté de ma part aussi. T'es pas dans quelque chose de formel, de quelque chose d'esthétique en fait. T'es plutôt là pour interroger les matériaux qui nous entourent, qui sont invisibles, pour les retransformer. Ouais, c'est ça, il y a un peu de ça. On va revenir un peu dans ton cursus. Donc au départ, oui, tu es de Grenoble. Ouais, alors moi j'ai grandi à Grenoble, j'ai passé j'ai fait le lycée art du spectacle en fait. Du coup, je faisais du théâtre et un peu de danse quoi là-bas. Du coup, après moi j'ai voulu directement quitter Grenoble et rentrer aux Beaux-Arts. Je me suis retrouvée à Montpellier. À Montpellier, c'est drôle parce qu'en fait, c'est juste que c'était la dernière école qui avait encore toutes les deadlines, elles étaient passées. Je me suis réveillée super tard. J'étais là, je visais le sud de toute façon, et du coup Montpellier c'était la dernière école. Je me souviens, j'ai envoyé mon dossier le dernier jour. Quand t'as fait cette candidature aux Beaux-Arts de Montpellier, donc il fallait que c'était quoi l'examen? Il fallait faire un portfolio, c'était J'avais ramené une petite pochette avec des dessins, parce qu'à l'époque je dessinais, je faisais des photos aussi. Je faisais des photos mises en scène en fait, où je me mettais en situation. Après voilà, il y avait ma pratique de dessin, tu sais, qui commence dans les cours de maths sûrement, et puis après mais énormément dessiné. Je suis arrivée avec ça. En fait, j'avais déjà un goût prononcé pour le conceptuel, tu vois. D'accord. J'avais les ateliers de l'annexe de Grenoble où je squattais pas mal, et là-bas j'avais pu découvrir dans les ateliers de gravure la linogravure en fait. Ça c'était un peu ma masterpiece de mon portfolio. J'étais arrivée avec une photo horrible, mais au moins je pouvais la montrer. C'était un mur de 3 mètres sur 3 mètres. C'était le jeu de la dame avec un multiple. Je m'inspirais un peu des œuvres de Vasarely, machin, pour créer du mouvement en fait sur une image qui est fixe, mais avec les rayures et le noir et blanc. Si, moi ça m'a fait penser aussi cette œuvre-là à Escher. Je sais pas si tu vois, donc comment un motif, en fait, par son accumulation, bah il y a quelque chose qui se passe d'autre, enfin. Ouais, un truc de vibration, et puis en fait selon d'où on le voit, où on se place, en fait ça bouge. C'est producteur d'effets, et ça me plaisait déjà. En fait, j'avais pas envie, surtout, je me souviens très bien à l'époque, il y avait la possibilité de rentrer directement, de réussir, quoi, ou de passer, si ça marche pas, par une prépa ou quoi. Et ça, c'était quelque chose dont j'étais, mais pas du tout d'accord, quoi. En fait, je sais pas, j'avais vraiment une obsession à garder ma singularité, et je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'une prépa, c'était un peu l'inverse. Ouais, ça allait être cloisonné dans quelque chose qui était plus art appliqué ou des choses comme ça, en fait. Non, je sais pas, moi j'avais cette impression des prépas où on va te dire comment faire, comment monter un dossier. Moi, j'avais pas envie qu'on m'explique. J'arrivais avec ma pochette et je savais que ça pouvait passer, quoi. Ouais, c'est passé. C'est passé. Et à cette époque, est-ce que tu te souviens un peu comment toi
ta vision de l'école d'art? Moi, vraiment, l'école d'art, je la voyais comme un atelier immense, quoi, où je savais qu'on avait des bureaux, enfin une table avec des tréteaux. Je voyais un peu le cliché peut-être, mais je savais qu'on avait cet espace dédié au travail et c'était vraiment un truc. Moi, ça me faisait gonfler le cœur, quoi. J'étais là, oh, putain. Ça serait génial. Tu vois, ouais, un peu le cliché, mais vraiment moi, arriver à avoir ma table avec des tréteaux où tu mets ta plante, tu sais, ça devient ton petit. Tu vois, je me voyais amener ma cafetière italienne. Enfin, j'étais vraiment là, ouais, ça va être trop beau et tout. J'ai trouvé ça moi à Montpellier. J'étais contente, tu vois. À Montpellier, en plus, c'est une école particulière pour la première année, tu sais, qui te fait passer une semaine, toujours. Plein de workshops. Ouais, un peu ça, mais en fait, ça te fait découvrir les médiums justement. Donc, tu vas faire une semaine bois, une semaine peinture, quoi. Il y a des trucs comme ça. Et justement, tout à l'heure, on parlait de la prépa où je voulais pas en faire et donc j'en avais pas fait. En gros, je suis arrivée, je savais rien faire en fait. Et donc ça a été une aubaine, quoi. C'était vraiment je peux tout découvrir et il y a pas cette question de j'ai pas envie. C'est venu à moi de pouvoir découvrir, de toucher à tout. Et de façon rapide. Confronté aux matériaux, en fait. Ouais, c'est ça. Puis d'apprendre. Enfin, moi, j'avais vraiment envie d'apprendre énormément. Avec cette découverte de différents matériaux, est-ce que tu as un matériau à cette époque qui était un peu sorti du lot et qui disait ah tiens ça m'ouvre quelque chose? Bonne question. Franchement, je crois que j'avais particulièrement aimé le bois. Ouais, le bois qu'on retrouve vachement dans le travail. Là. Ouais. Non, en fait, moi je sais que ce qui me plaisait très vite et ça prend sens, c'est que j'aimais dès qu'on était impliqué physiquement. Ouais. Où il y avait un truc où c'est pas facile, où c'est même un peu dangereux. Où les outils qu'on manipule, il faut faire attention, tout ça, et qu'en fait, il y a vraiment un travail de fabrication. Ouais. Tel que je l'aborde, le dessin, ça va être un ton calme pour moi, quoi. Okay. Ouais. Alors que justement, plutôt récréatif, d'être dans un relâchement et pas. Ouais. T'as un support qui est le support, alors que toi, j'ai l'impression quand même ça se propage un peu aussi. Ouais. Très rapidement, c'était quoi les thématiques que tu as voulu aborder et quels sont les champs qui t'ont le plus intéressé? Alors à Montpellier. Je crois que j'ai été très vite intéressée par le protocole. Ok. Ouais. Je me suis après petite parenthèse, mais en vrai je suis rentrée aux Beaux-Arts en 2018, je pense, je sais plus. Il y a eu le Covid, quoi. Enfin, il y a un truc où tu rentres à la maison et on te demande de dessiner avec du ketchup et d'envoyer un PDF, quoi. Il y avait un peu un truc où là c'était éloigné justement de ce que je venais de goûter, quoi. Mais donc il y a eu un truc où le protocole, au fait, c'est aussi un moyen justement d'être dans un espace un peu restreint. T'es aussi dans une économie déjà dans le protocole, parce que c'est très droit, mais aussi un protocole c'est quelque chose de très droit, mais aussi un protocole tu fais avec ce que t'as autour. Ouais. T'as peut-être un artiste aussi peut-être qui t'a influencé dans ces questions de protocole ou pas? Onkawara, là, c'est ça? Ouais, Onkawara, c'était avec les time capsules par exemple. Ouais, les dates et tout. Ouais, les dates, ouais. C'est un truc d'obsession et en fait je pense que chez moi il y a un truc énormément d'obsession aussi, d'épuisement et donc celui-là peut-être il m'avait je l'avais découvert à ce moment-là, je me dis ça existe en fait. Là je parle de lui, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont très intéressants aussi où c'est une idée en fait et après elle peut durer dans le temps. Ouais. Enfin je sais pas, il y avait un truc Enfin moi ce que je trouve on va en parler, mais dans ton travail c'est en fait, j'ai l'impression que chaque projet découle d'un projet précédent et enfin il y a une continuité, enfin ça continue en fait, c'est en mouvement perpétuel. Mais juste avant ça, du coup, au niveau de ton DNA, donc t'as eu quoi, au moins 2 ans de Covid en fait finalement pendant ta licence. Ouais, un peu, ouais. Les années à Montpellier, elles ont été impactées un peu par ça. Ouais. Les conditions de travail, elles étaient toujours un peu appauvries parce qu'on avait des accès limités, on avait des choses différentes et ils nous ont en fait beaucoup fait travailler. Chez nous. Comment aujourd'hui, enfin tu le vois aussi ce travail de l'atelier? En fait, où je me situais principalement, c'était toujours à l'atelier bois. Okay. Je me souviens, c'était mon QG en fait. Enfin, il y avait ce truc où je m'étais installé un deuxième bureau en gros là-bas. Je profitais de cet endroit qui lui en fait, il y avait pas les escaliers à monter comme ça. Enfin, vu que je trimballais toujours plein de trucs, surtout cette année où j'ai fait mon DNA, je trimballais des portes partout. Okay. La porte, tu vas pas l'emmener au deuxième étage, enfin un peu la flemme. Et puis il faut des outils qui étaient là-bas. Donc j'ai un peu construit mon propre atelier là-bas où je bossais. Après, j'aimais bien aller dehors aussi. Enfin, je pense que finalement le tréteau
C'était pas celui que j'utilisais le plus. Finalement, ouais, c'était un endroit à la limite où je me sentais bien, mais par contre, moi, j'étais beaucoup plus en mouvement, en fait. J'étais pas sur un tabouret, quoi. Ouais, toi, tu bougeais, ouais. C'est ça. Enfin, j'en ai profité aussi. Je me souviens avoir fait des grands dessins sur des calques où là, j'appliquais à la main avec un tampon encreur le motif en fait à chaque fois qui s'épuisait en fait et qui même l'encre s'atténuait en fait. D'accord. Et je me souviens que j'ai fait ça là-bas parce que voilà. Enfin, je veux dire. Tu te sentais bien en fait, c'était un espace où tu te sentais bien, t'avais tes outils, C'est ça, mais en fait c'est un conditionnement aussi qui permettait de dessiner et tout. Et puis après voilà. Enfin, il y a juste plusieurs conditions que la pratique nécessite et j'allais les chercher là où je les trouvais. T'as beaucoup de tests avant d'arriver à tu sais d'esquisses, non c'est non pas du tout ouais. Non, je travaille vraiment sur le tas. C'est lié déjà au processus bien sûr, mais en fait tous ces paradoxes entre le propre et le sale, le visible, invisible, tout ça en fait c'est des trucs qui sont rattrapés au moment où juste quand je travaille c'est que des choix et je fais très attention, mais il y a un truc où il y a pas de raté en fait, et donc je fais pas 20 000 expériences, mais je continue juste en fait. Donc ça va être un peu télescopique, mais un épuisement en fait. Ouais, peut-être. Et disons que c'est de la recherche quoi. C'est vraiment de l'exploration permanente. Et donc c'est un truc que j'ai beaucoup fait à Montpellier avec les chutes de médium que je récupérais. En fait, c'était pour la plupart des chutes de médium qui avaient été peintes par des étudiants et etc. Et en fait, c'était super pratique pour moi. C'était un moyen en fait de après venir tendre vers le volume où là je faisais des découpages etc en faisant la lecture du matériau selon le projet etc, et puis d'interroger aussi une forme plastique en fait aussi, puisque c'était déjà peint et que moi j'intervenais pas dans cette couche de couleurs quoi. Donc j'utilisais en fait tout ce qui était déjà là. C'était vraiment un peu mon mot d'ordre, c'était le déjà là, et dans le presque rien en fait. Et c'était aussi de revaloriser tout ça et de venir tendre sur des formes plastiques avec du volume et jusque dans l'accrochage en fait. Pour moi, l'accrochage, ça fait partie intégrante, si ce n'est que ça fait la pièce. J'allais le réfléchir avec toujours ce goût de poursuivre ce processus avec lequel j'avais travaillé du déjà là et tout. C'est-à-dire que je réemployais aussi les trous déjà apparents sur la surface pour y planter un clou, mais un gros clou, quoi. L'idée, c'était vraiment, en fait, d'accuser les gestes, de mentionner aussi toujours un peu, parce que le processus, le protocole, tout ça, toute cette façon dont je travaillais, au moment où on le présente au mur, où il vient se greffer à l'espace comme ça, en fait, quelque part l'atelier disparaît quoi. Et moi j'essayais déjà de venir le mentionner, de pas amoindrir tous les gestes, les montrer tels qu'ils sont et encore plus en fait. Ouais, peut-être de les cette idée de révélation aussi j'utilisais dans l'accrochage. Je sais qu'à ce moment-là voilà, en fait je décelais un dessin en le découpant avec une scie sauteuse, tu vois, qui me permet pas de faire d'angle ou quoi, c'était un peu n'importe quoi. Et en fait après j'avais ce truc-là d'un dessin et il y a une matérialité. Enfin, tu vois, il y a même aussi, je trouve ça limite, même si c'est pas ce que tu souhaites, mais quelque chose de très esthétique en fait dans le matériau en fait. Est-ce que quand dans l'accrochage, là où ça prend tout le sens, c'est aussi la façon dont tu vas disposer les choses, etc., les faire dialoguer, leur donner du sens entre, que ça soit sur le mur, dans l'espace aussi. Enfin, t'aimes aussi contaminer en fait l'espace par ces différents modules. Tu les appelles comment en fait du coup? Des installations, des modules, des sculptures? C'est pour moi très important de les nommer. Ouais, il y a un truc un peu de personnification en fait de ces éléments en fait. Ouais, je les personnifie. Pour la plupart plus que d'autres, mais c'est important pour moi. Je voulais parler avec toi d'une autre pièce qui m'intéressait vachement. On est toujours aux Beaux-Arts de Montpellier. C'est Marturos. Ouais. Ouais, c'est parce que là aussi on est carrément dans l'économie de moyens, dans le faire et dans ce qui est devant toi. Ouais. Alors le martyros, j'aime bien, c'est le premier martyr que j'ai fait parce que j'en ai 2 et je pense que j'en ferai d'autres parce que j'utilise des martyrs. Les martyrs en fait, c'est les établis, hein. C'est la planche sur laquelle tu travailles et en fait martyros, c'était celui que j'ai utilisé pendant l'année 2022. OK. À force d'avoir travaillé dessus avec des scies circulaires, des machins, et en fait il avait plein de failles quoi, de traits qui étaient arrivés. Et en fait là je l'ai personnifié, là on est en plein dans la personnification. Je suis allée regarder Marturos, donc je l'ai appelé Marturos pour mentionner son origine grecque, qui signifie témoin en fait. Donc pour moi c'était
témoin de mon ouvrage, c'était celui, enfin Martyros. Témoin du fer. Non, mais là c'est clair. Ouais. C'est le martyr en fait, c'est celui qui a souffert pour une cause. Donc en fait, j'ai interprété tous ces traits que j'avais faits sans m'en rendre compte. Comme des blessures, etc. Donc en fait, c'est un saint, quoi, si on va très loin. Et donc après, je suis venue le réparer, le soigner. J'ai pris de l'enduit et j'ai recouvert toutes ces plaies. D'accord. Avec voilà, cet enduit. Donc il est redevenu une surface plane en quelque sorte, mais qui était meurtrie. On pouvait plus nier, tu vois. De la même façon que ce que je récupère, je viens observer leurs traces. Là, le martyr, c'était moi qui l'avais abîmé, machin. Et donc Martyros, après, je suis venue le mettre à la verticale dans l'espace pour qu'il soit complètement une personne qui témoigne au milieu de justement des pièces sur lesquelles il avait été travaillé. Enfin, en dialogue, en fait, ouais. C'est ça. Donc tous ces regards en fait dans l'espace prenaient fin sur Martyros pour moi, où lui, il en était le témoin, quoi, en effet. Moi, enfin, franchement, tu vois, ça, c'est le genre de piège, j'adore parce que non, mais en fait, c'est des choses qui sont là et puis d'un coup, tu dis, mais en fait, depuis, j'ai une démarche qui est de retravailler avec les choses que je trouve. Et en essayant de retravailler sur des choses, en fait, je recrée sans le vouloir, en fait. Ouais, c'est ça, c'est la trace, quoi. Ouais. C'est ce truc. Après, là, à ce moment-là, je me souviens, je m'étais posé la question, tu vois, je récupérais toute la sciure de bois dégueulasse. Je la mettais dans un sac, je m'étais dit, je vais la mettre, enfin. Puis en fait, non, ça aurait été too much. Ouais, c'est trop littéral, direct, Je garde tout comme témoignage. Ouais, c'est une surprise. Déjà, c'est un état des lieux, en fait. Ok, il y a tout ça. Et avant de jeter, je me pose la question, quoi, parce que il s'est passé quelque chose. Et tu gardes beaucoup d'éléments, même aujourd'hui à l'atelier, dans ta pratique, où t'arrives à faire. En fait, est-ce que t'es vraiment aussi dans une économie qui fait que ce que tu vas jamais jeter ou un matériau, ça va être une rencontre où là, je vois un potentiel, où juste j'ai envie de voir ce que ça peut donner, parce que c'est aussi beaucoup de hasard. Je me penche énormément sur les mots. Je me penche sur l'histoire des choses, etc. Et certains objets vont sortir du lot parce que pour moi, ça a du sens de les utiliser eux, et que l'idée, elle est là, en fait. Il y a ceux que je rencontre, ceux que je choisis, mais la plupart du temps, ça me coûte pas un rond. Enfin, c'est vraiment cette idée d'aller piocher dans ce que je connais. Enfin, il y a vraiment ce truc d'environnement proche. C'est pour ça que l'atelier est souvent mis en question, parce que c'est un environnement que je côtoie, quoi. T'as eu ton DNA quand? En quelle année? Ça fait 2 à ans Montpellier? Je l'ai passé en 2022. 2022, donc juin 2022. Donc avec un accrochage de tout ce que t'avais fait dans l'année de tous ces modules. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment ça se passe un peu dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis, Montpellier? T'avais envie de changer d'horizon? Ouais. Bah alors, moi j'ai adoré Montpellier. Tu vois, j'adore le soleil et tout. Mais en fait, j'avais quand même ce sentiment d'avoir fait le tour. J'avais envie de voir ailleurs. Puis il y a quelque chose chez moi où j'aime être mobile. Et du coup, il y avait je me suis retrouvée à cet endroit où il fallait que je parte. J'ai regardé une école qui pourrait me changer l'air. Ouais. J'ai tenté Paris et du coup, je suis allée à Paris. En vrai, c'est drôle parce que je pouvais pas ramener mes trucs, tu vois. Les vieilles portes, les vieilles portes. Oh, peut-être j'ai personnifié. Les vieilles portes, mes vieilles chaussettes. Non, mais il y a un moment aussi où tu vois questionner un élément qui est mort, en fait. Enfin, tu vois, qui a une vie éphémère au milieu de nous, et de le réinvestir, d'en prendre soin, de le transformer en objet d'exposition et tout ça. Là, à ce moment-là, je devais déménager dans un 12 mètres carrés. J'étais là. Donc je me vide les poches, en fait, et du coup j'étais avec des portes et des espèces de catapultes en métal. Enfin, à ce moment-là, j'ai tout jeté dans la benne. Ah mais d'accord, donc c'est retourné. Ah ouais, d'accord. Du coup, c'est le cycle. Ah mais vois. Ouais, non mais c'est dingue. Tu vois, j'ai transformé et j'ai tout jeté à la benne. Après, j'étais un peu triste parce que je voulais faire un cérémonial, tu vois. En fait, dans ma tête, je voulais faire un défilé où chaque personne, comme une fourmilière, amène dans la benne, et même peut-être faire une vente aux enchères, tu sais, 1 euro et tout. Ouais. Mais bon, j'avais tellement pas le temps, j'ai tout jeté à la benne. Ok. Et en fait, pour moi, ça faisait partie de ma démarche. C'était pas anodin, en fait. Même si j'ai fait ça dans mon coin et que qu'on va pas en faire des caisses de ce geste, j'en ai quand même tiré un truc, tu vois. Je me suis dit, oui, j'y tiens pas non plus, tu vois. Moi, j'observe ce que je fais. Enfin, moi, c'est de la construction, quoi. C'est pas. Enfin, j'ai pas besoin de m'attacher à. Tu t'attaches pas à ce que tu fais. Ouais, il y a pas. Ouais. Est-ce que c'est à quel moment? Parce qu'il y en a souvent, ils sont dans le tiens, j'ai terminé ce travail. Ils se complètent dans ça, tu vois, ils se complètent dans ça. Ou bien est-ce que c'est dans le faire? Où là tu prends du plaisir, ou bien est-ce que c'est dans la découverte de quelque chose? Je continue de jeter, mais un peu moins, parce qu'il y a ce truc où le travail aussi il charge, et enfin ils deviennent
Oui, puis il est de plus en plus élaboré, etc. Ouais. C'est moins facile de jeter aussi. J'ai toujours beaucoup plus hâte du projet de demain que celui d'hier. Ouais, mais ça c'est bien. Ouais. Il y a de plus en plus d'interventions dans ce que tu fais. Disons que les interventions changent. Le travail, ça me convient pas du tout de faire la même chose que ce que j'ai fait. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai repassé un diplôme. Okay. Et j'avais pas, par exemple, mon travail de Montpellier ou quoi. Donc je me suis remise dans un nouvel environnement, dans un nouveau travail. Les gestes que j'ai faits ont changé, ouais. Il y avait peut-être moins de radicalité. Ok. Il y avait plus de temps passé aussi. Et des inspirations nouvelles aussi, parce que je parlais de observer mon environnement proche, de saisir dans ce champ de l'inutile et de l'invisible ce que j'y vois, etc. Le fait d'arriver à Paris, j'ai observé d'autres choses, des nouvelles choses, et mon œil il s'est dirigé. Je me souviens en arrivant, je m'intéressais vachement aux murs, en fait, les murs abîmés, et en fait aussi tout simplement les murs qu'on a dans les ateliers, dans les écoles d'art, etc. Qu'on rebouche en permanence avec de l'enduit, tu vois. Mais encore une fois, ça se voit. Enfin, tu vois, c'est pas c'est des murs qui ont des traces. Et moi, j'ai voulu travailler là-dessus, et j'ai fait une nuit du mur, etc., où je voulais un peu retranscrire cet attrait pour la cloison et tel que je le perçois, avec ses défauts qui peuvent devenir ornements, tu vois, quelque part. Et il y avait encore ce truc de récupération, réemploi, etc. Mais mes gestes, ils ont changé, et puis mes matériaux aussi. Dans l'imperfection, enfin tout le temps aussi, je trouve que t'aimes montrer les imperfections des choses. Pour parler du mur, est-ce que tu pourrais un peu nous parler visuellement ce que c'est? Le nu du mur, c'est un volume en médium en fait c'était une très grande planche de médium blanche que j'ai trouvée, qui était détachée. C'était une simèse en fait qu'on déplaçait et que j'ai récupérée, et elle avait plein de traces, plein de petites choses, des petits trous, des machins, et je suis venue réutiliser ce que j'avais déjà ce que je m'étais déjà inventé, que de lire le matériau, de le sonder. Donc là, avec l'œil, je suis venue après découper sur ce que je lisais, etc. Et puis là, comme un assemblage, je suis venue tendre vers le volume, donner une forme, avec cette faille au milieu qui est en aplomb. Ok. Et en fait, pour moi, c'était une idée d'aller dans le mimétisme d'un mur que moi j'observe, etc. Et donc tu travailles avec les éléments que tu trouves dans l'atelier, et puis t'es arrivé aussi de participer à une exposition qui s'appelle Supervue, qui se passe dans un hôtel, dans des chambres d'hôtel. Et là, donc t'as travaillé avec la chambre. Donc si tu pouvais en parler. Supervue, du coup, c'est une manifestation qui a lieu tous les ans. Moi, j'y ai participé du coup ces 2 dernières années. La première, c'était du coup en 2023, là, en décembre. Et en fait, ils invitent, donc c'est dans un hôtel comme tu dis, et ils invitent un artiste par chambre. D'accord. Qui a carte blanche en quelque sorte, mais la plupart amènent juste des tableaux, des œuvres. J'ai été invitée par Laurence Curly, et à ce moment-là, j'ai vu juste l'occasion d'investir directement la chambre, de venir travailler en in situ. Donc je suis venue en avance, etc. Pour moi, c'était vraiment une expérience extraordinaire, où j'ai pu grâce à la confiance qu'on me donnait aussi, parce que c'est pas donné à tout. Bah ouais, j'imagine. Du coup de venir sur les murs, j'ai observé la lumière qui rentrait, parce qu'on est dans le sud, sur les murs, qui faisaient des dessins, etc., que je suis venue redessiner moi aussi. Et après, je me suis servi de la punaise de bureau dorée. D'accord. Pour dessiner, en fait. Pourquoi la punaise J'ai utilisé la punaise parce que j'avais pas envie d'utiliser la peinture. Ouais, ça aurait été trop direct, trop littéral. Parce que je fais pas de peinture, et que du coup il me fallait autre chose. Et la punaise, en fait, elle a déjà cette fonction d'aller au mur. La punaise, on la connaît tous, et en même temps, encore une fois, le champ de l'inutile, de l'invisible, tu vois, la punaise, elle traîne sur un bureau, mais on la voit pas. Et moi, en fait, j'ai voulu l'employer, tu vois, en la multipliant. J'en ai utilisé à peu près 6000, tu vois. D'accord. Un peu comme un pixel, tu vois. Je venais les grouiller ensemble. Plein de taches, comme la tache de peinture. Le peintre, tu vas mettre. C'est ça, des taches de lumière, tout simplement, avec des formes un peu plus organiques. Il y avait un truc où je cherchais un dessin aussi en même temps, où ça peut se transformer en nid dans la chambre. Enfin, il y avait quelque chose où ces taches, on comprenait que c'était la lumière, grâce à la lumière justement. Mais en fait, ça devenait aussi un dessin. J'avais très peur en fait de l'aspect décoratif que ça pouvait prendre.
Ça, c'était vraiment un truc qui m'a un peu torturée. J'avais peur de ça. Mais ouais, grâce au dessin un peu organique et tout que j'ai réussi à donner et grâce à la lumière qui reprenait les dessins. J'imagine ça a été un super bon exercice de se dire bon bah même en dehors de l'atelier, même dans des espaces qui ne sont pas faits pour produire, bah tu peux aussi t'amuser à détourner les choses. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était une approche différente. C'était une chose nouvelle. Ouais. Investir directement l'espace, finalement, c'est pas quelque chose qu'on a le droit un peu de faire très souvent. Surtout une chambre d'hôtel, tu vois. Enfin, c'est pas du tout. Une chambre d'hôtel, moi, c'est un truc qui me questionnait pas mal parce que c'est anonyme. À côté de l'école, donc t'as eu l'occasion quand même d'avoir plusieurs expériences, donc Super Vue. T'as pu aussi participer à un salon sur le dessin contemporain. Toutes ces expériences professionnelles, toi, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Au moment où j'ai eu mes premières expériences d'expo ou quoi, qui sont super récentes, là, j'ai senti que dans mon travail, il y a une autre dimension aussi. C'est-à-dire que j'ai senti que mon travail, il devait être élaboré, que toute l'exigence que je mets dans mes travaux, là, elle devait être sûre. Enfin, moi, il y avait un truc où je voulais me sentir à 100% en accord avec ce que tu montres. Et la rencontre avec le public aussi, c'est quelque chose de nouveau. Enfin, moi, je mets un point d'honneur à être là, tu vois, parce qu'on n'est pas obligé en soi. Mais pour pouvoir incarner mon travail et l'expliquer avec mes mots, c'est quelque chose où je suis attachée. Mais ouais, enfin, c'est une dimension exigeante. Enfin, et ça apprend vachement. Très humain, enfin, c'est toi en fait. Ton travail, c'est toi. Non, mais c'est moi. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite en fait après bon, il te reste encore 1 an et t'auras le diplôme, mais toi, dans 2 ans, où est-ce que t'aimerais être? Qu'est-ce que t'aimerais faire dans 2 ans? Dans 2 ans, en vrai, c'est loin. Dans 2 ans, j'espère bien être contente de ces 2 ans passés, tu vois. Ouais. Et non, avec du travail, tu vois. Genre moi, ça importe énormément de découvrir des nouvelles choses. Enfin, en fait, j'aime pas tourner en rond dans le même travail. Enfin bref, donc j'espère que ces 2 ans, tu vois, il y a un truc où, comme toujours, on se dit putain, j'aurais jamais pensé être là, quoi. Enfin. Toujours dans l'étonnement. Non, mais c'est comme quand tu rentres en première année dans une école et que tu passes ton diplôme. Putain, mais tu pensais pas du tout faire ça, quoi. C'est une découverte, tu vois. Et du coup, moi, je pense dans ces 2 ans, il y aura de ça. J'espère. L'idée, ce serait de se mettre au travail pour soi complètement et avec des gens. Je crois que j'ai plus envie maintenant de tendre sur aussi des collabs, des machins, entourer et continuer tout ça. Enfin, parce que c'est que de la construction. Élargir aussi les médiums. Ouais. Et faire des résidences et tout, c'est un peu sur ça que je mise. Tu vois. Comme on dit, il faut qu'il se passe quelque chose. Et tu vois, on sait jamais, tu vois. Il faut juste attendre. Merci d'avoir écouté cet épisode du Plongeon. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions sur le site internet de JamaisAsseToujourstro.fr, ainsi que sur notre YouTube, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. À très vite.